Le cercle RH, le débat des experts chaque semaine pour balayer l'actualité. Alors évidemment l'actualité est un peu écrasée par cette 5e vague avec des incertitudes sur l'entreprise, même si le gouvernement n'a rien annoncé de précis concernant les règles du télétravail, un protocole, on va en parler. Et puis il y a une autre actualité évidemment, c'est l'inflation qui commence à inquiéter les ménages. 2,8 en novembre, 2,6 d'inflation sur l'ensemble de l'année. Alors c'est légèrement, voire largement en retrait par rapport à la moyenne de la zone euro et légèrement aussi en retrait par rapport aux Allemands qui sont à 5,2. Et puis on parlera de l'assurance chômage parce qu'il y a un vrai débat. C'est la dernière étape de la réforme qui va rentrer en application. Il faudra travailler 6 mois au lieu de 4, avec l'idée de remettre les Français au travail alors qu'on a une pénurie d'emplois important et un stock de salariés qui n'ont pas d'emploi. On va revenir sur ce sujet et j'en parle avec mes invités. François Vigne est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir. Pourquoi bonsoir ? Bonjour même. Bonjour même. Associé chez Sycomore Corporate Finance et membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera de l'inflation avec vous, mais là j'interrogerai l'associé chez Sycomore, le spécialiste des finances. Et puis Cédric Pironneau est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous allez rentrer dans le cercle très fermé des experts de Smart Job. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Cofondateur et directeur général de SPV Assurance. Merci d'être avec nous. D'abord, ce chiffre réalisé par Margot Ruot, 2,6 d'augmentation de l'inflation. Ça, c'est sur un an. Et au mois de novembre, on est à 2,8. Et rien ne nous dit d'ailleurs que tout cela va baisser en décembre. D'abord parce qu'il y a une très très forte demande. Noël arrive. François Vigne, là, je me tourne plus vers l'associé Sycomore. Les experts de la finance nous disent, attendez, rassurez-vous, on est dans un goulet, il y a une très forte demande, les prix vont augmenter, mais tout ça, à partir de mars 2022, tout ça va se régler. Est-ce qu'on en est si sûr ? Parce que l'énergie, les produits alimentaires de base et un certain nombre d'autres produits de services, notamment les mutuelles, enfin un certain nombre augmentent. Tout ça est inquiétant quand même. Alors d'abord, je ne suis pas économiste, hein, je suis un homme spécialiste de marché, mais mis à part ça, je ne suis pas un économiste, première chose. Et ensuite, si les économistes savaient prévoir l'avenir, ça se saurait. Ils se trompent toujours. C'est ça. Donc ça, c'est la deuxième chose. Une fois qu'on a et dit vous ça, n'êtes pas économiste, on est d'accord. Non, mais on est d'accord. Et une fois qu'on a dit ça, l'inflation aujourd'hui semble quand même liée à un phénomène de rattrapage. L'ensemble de l'économie a été arrêtée. Elle est en état et au stade du rattrapage, avec des goulets d'étranglement. Donc ça explique aujourd'hui cette pression sur les prix. Et donc, on peut penser que cet effet de rattrapage sera et ponctuel, en tout cas finira par disparaître. Ça prendra 6 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois, en fonction également des différentes vagues Covid, mais on en verra le bout. Et d'ailleurs avec une croissance qui va fortement ralentir. Donc c'est lié à une très forte demande, on est d'accord. Et donc on peut penser que l'inflation par les coûts, en tout cas des matières, va se réduire. En revanche, quand on est obligé d'augmenter les salaires pour compenser cette inflation, on crée des mécanismes d'inflation à long terme. Parce qu'en revanche, je dirais, l'inflation, les salaires auront augmenté durablement. Bah oui. Parce que les salaires, une fois qu'ils ont augmenté, on ne les réduit pas. Donc il y a de toute façon de l'inflation, je dirais, un peu plus structurelle qu'on est en train de mettre dans le système pour compenser cette inflation et pour permettre de maintenir le pouvoir d'achat face à cette augmentation des prix. Donc en fait, les deux vérités sont vraies, c'est qu'il y a à la fois une inflation, je dirais, par les coûts des matières qui devrait se réduire. Mais en revanche, l'inflation qu'on crée en augmentant les rémunérations pour compenser cet effet, je dirais, sur le pouvoir d'achat, elle crée une inflation structurelle. Et certains disent même que cette augmentation ne suffira pas parce qu'elle-même est dans un effet de rattrapage. Tout à fait. De salaires qui avaient été bloqués, dont on ne parlait plus depuis quelques années. Mais le risque que nous prenons, c'est qu'en augmentant les salaires, on va avoir des salaires qui augmentent. Et en même temps, on risque d'avoir demain une croissance qui va se réduire. Et donc le risque qu'on a, c'est ce qu'on a une sorte d'effet de ciseau avec des décharges pour les entreprises qui augmentent et en revanche, une croissance qui baisse et donc avec de ce point de vue-là, des profits qui diminuent et avec un risque de nouveau sur le chômage qui pourrait de nouveau créer d'autres tensions. Parce qu'on le sait, les salaires, on ne les redescend pas en fonction de l'inflation. Quand ils montent, ils montent. Et quand on prend le sujet des mutuelles et de la santé... Qui ont pris un petit plus, là aussi. Qui ont pris un plus, très clairement. Un beau plus, même. Oui, mais qui est tout à fait, qui est tout à fait logique, parce qu'en fait, on a un rattrapage des soins très fort. Après une année Covid, avec 3 mois où évidemment on ne s'est pas soigné, il faut rattraper les dents, les prothèses, l'orthodontie, voilà, tous ces sujets-là qui évidemment... Donc là, vous aussi, vous avez un effet goulet des anglements. Si je veux être taquin, on n'a pas baissé les mutuelles quand on n'a pas dépensé parce que les gens ne consomment plus de soins. On aurait pu... Oui, c'est pas au volume de... Non, mais alors après, on a un autre sujet qui arrive, c'est l'arrêt de travail. C'est l'arrêt de travail qui, lui, a vraiment explosé, très clairement. Ça, c'est vraiment l'effet Covid direct. Donc on a des assurances de prévoyance, des assureurs qui sont quand même un peu contraints, qui en plus ont l'obligation par la CPR d'avoir des fonds propres solides et des marges de solvabilité importantes. C'est très réglementaire. Et à un moment donné, voilà, on ne peut pas non plus
peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas tirer les prix comme on veut. Ce que vous dites avec humour, François Vigne, c'est qu'en fait, il faut adapter en fonction de vos clients, ceux qui consomment beaucoup de soins et puis ceux qui n'en consomment pas et qui ne devraient pas avoir d'augmentation. C'est ce que vous avez dit. Mais en fait, d'ailleurs, dans un système, je dirais. C'est pas le sujet du jour, mais dans un système idéal, plutôt que de faire des augmentations là, de salaire durable, il faudrait pouvoir faire une sorte de, je dirais, de prime inflation pour compenser les effets immédiats d'une inflation qu'on peut penser relativement éphémère, et en évitant, là encore, je dirais, de perturber la machine durablement. Alors, un petit mot sur les négociations de salaire avant qu'on parle du chômage, mais finalement, on va y arriver assez doucement. Il y a déjà beaucoup d'entreprises, j'ai vu que Leroy Merlin, il y a eu des conflits d'ailleurs à l'intérieur de l'entreprise, mais certaines entreprises, avant même que les branches prennent des décisions, je ne sais pas où vous en êtes d'ailleurs dans votre secteur de l'assurance, mais ils ont dit, bon, on va augmenter les salaires. Ça peut être 10%, Auchan, Leroy Merlin, toute la distribution, le retail. C'est inéluctable, donc qu'est-ce que vous en pensez? Les salaires vont monter? Déjà, je pense que la grande distribution est confrontée clairement à un problème de recrutement. Oui, on en revient au débat. Bien sûr, mais à un moment donné, il faut aussi mettre des salaires qui tiennent la route pour attirer les gens. C'est quand même des métiers difficiles, c'est quand même... Voilà, donc on le voit bien. Dans notre secteur, dans le secteur de l'assurance, bon, les salaires sont déjà... Enfin, on est salaires plutôt élevés. C'est pas les plus bas. On n'est pas les plus bas, donc on n'est quand même pas très très à plaindre. Après, il y a une tension sur le recrutement, mais ça comme partout. Donc vous dites quand même que cette question de l'augmentation des salaires, c'est un peu pour conserver les talents ou les collaborateurs dont on a vraiment besoin, mais c'est pas uniquement lié aux tensions sur le pouvoir d'achat, parce qu'il y a aussi des salariés qui poussent la porte des DRH pour leur dire, attendez monsieur, moi j'ai pris 15 sur le gaz, j'ai pris 10 sur ma mutuelle, j'ai pris 20 sur l'alimentaire. Il faut m'augmenter, sinon ça passe pas. Parce que cette question-là, elle est quand même posée aux chefs d'entreprise, à tout le réseau des entrepreneurs et dirigeants. Bien sûr. Et nous, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous sommes favorables à un partage équitable et juste de la valeur. Donc il est normal, là encore, que les salariés eux-mêmes aient droit, d'une part, évidemment, à vivre décemment de leur salaire, et ensuite, évidemment, également que l'ensemble des salariés puissent avoir... Ça, c'est la position que tient... les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que quand on est chef d'entreprise, il y a ces principes, et il y a également le fait qu'on est dans un marché d'offres et de demandes, et si les salariés risquent de vous quitter pour aller chez des concurrents qui les paient mieux, l'intérêt du patron, c'est aussi d'avoir une rémunération suffisamment attrayante pour garder les meilleurs talents et pour en attirer de nouveaux. Donc il y a les deux éléments. Il y a la volonté d'être juste dans la rémunération, et par ailleurs, on a un système d'offres et de demandes, on est dans une économie, je dirais, de marché, et il est normal, là encore, d'ajuster sa politique de rémunération en fonction de ce que donne le marché. Cédric Pierronneau. Il n'y a pas que les salaires, parce qu'on le voit bien, la génération qui arrive, elle regarde la feuille de paye, mais ce n'est pas le seul sujet. C'est vrai. Les conditions de travail, tout ce que vous offrez. Les horaires, le télétravail. Et évidemment, le travail, la flexibilité que vous offrez. Il faut un peu un service à la carte. On ne peut plus avoir des politiques... Une masse alignée sur les mêmes statuts. C'est fini, ça. Vous parlez, j'imagine, dans votre secteur, c'est une difficulté que vous avez. Oui, alors c'est pas une difficulté, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est tout simple. Voilà, on ne peut pas avoir une politique uniforme. On ne peut pas traiter les gens de la même façon quand on est à Paris ou en province. C'est pas vrai, pareil. Les conditions ne sont pas les mêmes. 3 000 € à Paris, c'est pas 3 000 € en province. Ça n'a rien à voir. C'est une évidence. Le prix des loyers, le coût de la vie, c'est pas la même chose. On en revient effectivement à l'idée d'avoir des formes de péréquation en fonction des régions et que les salaires ne montent pas de la même manière, puisque c'est vrai que d'une manière uniforme, il faudrait les augmenter en Ile-de-France et peut-être les augmenter moins dans certaines régions. Enfin, ce qui est le cas en pratique. Ce qui est le cas en pratique. Un mot quand même sur... un mot et plusieurs, parce que ça soulève le débat que l'on a depuis presque 6 mois. Des chefs d'entreprise viennent sur ce plateau tous les jours et nous disent on n'arrive pas à recruter. Impossibilité de trouver des talents, impossibilité de trouver des collaborateurs en grande distrib dans le service à la personne. Et au même moment, le gouvernement, peut-être pour des raisons électorales, vous allez m'éclairer, annonce que ça y est, là, la réforme est vraiment mise en application. C'est le dernier volet de la réforme, mise en place dès le 1er décembre. On ne travaille plus 4 mois, mais 6 mois pour pouvoir bénéficier de droits au chômage. Sur une période de 2 ans. Et puis, il y a quand même l'idée philosophique qui est il y a tellement de gens qui n'ont pas de travail que grâce à cette réforme, ils vont retrouver du travail parce qu'on va les inciter à en retrouver. Est-ce que c'est aussi simple que ça, que de dire sur les 5,4 millions de demandeurs d'emploi, c'est qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts parce que regardez, il y a presque 1 million d'emplois qui leur tend les bras. Est-ce que c'est une équation aussi simple? La réponse, c'est dans votre question. Non, ce n'est pas aussi simple. D'autant plus qu'on sait que sur la moitié des chômeurs dont vous parliez, la moitié qui sont des chômeurs de longue durée. Et non indemnisés. Et ces chômeurs de longue durée et non indemnisés, évidemment, je dirais, ce ne sont pas des gens qui rentrent dans le cadre de cette mesure. Et nous, ce que nous pensons également, là encore, aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens, c'est que la première chose dont il faut s'occuper, c'est du retour à l'emploi des chômeurs de longue durée. Parce qu'ils sont quand même un vrai sujet pour notre société. C'est une vraie perte de valeur collective. C'est également une perte, je dirais, globalement d'espérance pour beaucoup d'entre eux. Et donc, la première priorité de l'ensemble des gouvernements devrait être de permettre à tous ces
personnes éloignées de l'emploi d'y revenir. Donc ça devrait être la priorité. Après, la mesure... Donc vous dites que Pôle emploi ne fait pas l'effort nécessaire. On a beaucoup mis le paquet sur les jeunes, un jeune, une solution, parce qu'on en parle beaucoup. Peut-être pas suffisamment sur ces chômeurs de longue durée? Non, je pense que Pôle emploi, mais c'est pas que Pôle emploi, parce que c'est un sujet compliqué. Arriver à remettre à l'étrier à des chômeurs de longue durée, c'est pas si simple. Donc Pôle emploi doit être impliqué, les entreprises doivent s'impliquer, mais c'est vrai que ça devrait être une priorité gouvernementale absolue que de travailler finalement à la rentrée sur le marché du travail de toutes ces personnes. Ne répond pas à ce sujet-là. D'accord. Je veux vous entendre parce que j'ai lu qu'il n'y avait que 8%, une étude qui a été faite récemment d'ailleurs par Pôle emploi, il n'y avait que seulement 8%, je dirais, de personnes qui étaient un petit peu récalcitrantes à vraiment chercher un emploi. Tout le reste... Soit récalcitrantes de ce qu'on appelle un peu les permittents, soit même que l'ensemble de la profession se souhaite organiser pour leur permettre de bénéficier une partie du temps, je dirais, du chômage. Les fameux permittents. Et donc, donc encore, c'est pas que les salariés, ça peut être également l'ensemble des... Donc ça ne répond pas aux besoins... La mesure, en fait, elle est là pour équilibrer les comptes, d'abord. Économique, 4 milliards J'ai entendu un peu moins, 2 milliards. 2 milliards 2 milliards 5, 2 milliards 6. Bon, il y a un premier sujet économique, qu'on comprend tous, c'est l'évidence. Il y a un deuxième sujet, effectivement, qui est de limiter ces gens qui font des sauts à droite à gauche, qui s'arrêtent, qui reprennent. Ça, c'est une certitude. Ce qui est important à rappeler pour moi, c'est qu'on ne casse pas cette possibilité qu'offre le chômage de quitter son entreprise pour créer une boîte. Et ça, il ne faut pas casser. Parce que ça, c'est vraiment... Tous les entrepreneurs vous le diront, on est tous passés par là. C'est un très bon dispositif. Ouais, c'est un super dispositif. Il faut le dire, on peut récupérer l'ensemble du volume de ces indemnités en 2 temps. C'est ça l'idée, qu'on vous verse pour en fait amorcer la création de votre boîte. Exactement. Et au lieu de le toucher mensuellement. Vous donner le temps pour le faire. Et donner le temps et en plus avoir un petit peu de trésor parce que souvent c'est ce qui manque. Absolument. Ça vous dites, il ne faut pas le casser. Non, il ne faut pas le casser. Tous les entrepreneurs aujourd'hui passent par cette case-là. C'est extraordinaire. On a cette chance extraordinaire en France. Gardons-le. Vraiment, gardons-le. Mais je pense qu'il faut être très clair aussi. Le président avait besoin d'annoncer qu'il réformait quelque chose. Il a renoncé à la réforme des retraites. Quelques mois des élections, il faut bien dire qu'on réforme quelque chose. Donc il était prendre la réforme la plus facile, celle qui a priori entraînera le moins de manifestants dans les rues. Et donc on l'a fait passer, et comme ça on dit qu'on est réformiste. Ça c'est vrai. Les chômeurs manifestent peu, vous remarquerez. Il faut quand même faire attention aussi à une chose, nous sommes très attentifs, il ne faut pas pousser dans la précarité des gens qui doivent rester dans le système. Ben oui. Et c'est ça le risque de ce type de mesure. Et oui. Donc cette mesure a été votée, elle est prise, elle entre en application très bien. Je pense qu'il faut vraiment la soumettre à une obligation, je dirais, de résultat, et soit elle permet, je dirais, à des gens qui profitaient un peu du système, de revenir dans le système et d'y trouver toutes leurs joies et toute leur rémunération. Et c'est très bien. Si jamais elle ne permet pas cet effet, il faudra sans doute réfléchir à ce qu'on en fait. Juste sur le fond, il faut quand même bien regarder les choses qui bloquent pour certains demandeurs d'emploi qui ne sont pas forcément en longue durée. C'est la qualification. Parfois, l'emploi qui est proposé ne correspond absolument pas à ce que la personne sait faire. Et puis, il y a la question qu'on vient d'avoir sur le plateau il y a quelques minutes, c'est la question de la mobilité. Avec une invitée précédente, des salariés qui avaient acheté leur maison, dont l'épouse travaille pas loin, et à qui on dit il faudrait être mobile. Enfin, ça reste compliqué. Et il y a la question de l'âge. Vous oubliez la question de l'âge. Parce que l'âge est quand même un facteur d'exclusion assez important, je dirais, de l'emploi. À partir d'un certain âge, il est difficile de trouver un emploi. Et puis, c'est quoi? C'est 45? Excusez-moi, Cédric. C'est encore plus 53, 54, mais dès 45, oui. Dès 45. Oui, c'est assez effrayant ce que vous dites quand même. Hein, parce que... Mais là encore, c'est à nous tous de lutter contre ça. Mais c'est un vrai phénomène et qui aujourd'hui est un vrai facteur de chômage et de chômage long. Cédric Pierronneau. La question, c'est de se dire, est-ce que cette réforme résout l'équation d'avoir d'un côté 3 millions de chômeurs et de l'autre côté 500 000 postes non pourvus? 5 millions de chômeurs. 5 millions on de est à chômeurs. 5 millions. Oui, on a 5 millions 4. 5 millions 4. 5 millions 8 si on prend, je dirais, l'ensemble des territoires. Et en face des postes qui ne sont pas pourvus, je ne suis pas sûr. Très sincèrement, je ne suis pas certain. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se leurrer avec ces espèces d'écrans de fumée? On nous dit régulièrement ici et ailleurs, on a presque un vivier de 800 000 emplois non pourvus, on cherche partout, on ne trouve pas. Et ce qui renvoie à chaque fois, évidemment, cérébralement, l'idée qu'il y a certains salariés qui ne font pas beaucoup d'efforts pour prendre les boulots. C'est ça qu'on comprend. Il faut quand même regarder la situation. Je veux dire, aujourd'hui, dans le bâtiment, par exemple, qui est quand même un énorme pourvoyeur d'emploi, dans le bâtiment aujourd'hui, ce sont les étrangers qui occupent les postes. On parle des postes d'ouvriers, on parle des postes de... C'est clair. Enfin, on l'a tous vu, on le voit tous. Donc là, on a un vrai sujet quand même. On a un gros sujet. Un sujet politique, si je m'autorise, puisqu'on a un vrai débat sur la place des étrangers en France et de leur place. Certains disent, mais pourquoi on ne s'appuierait pas sur ces forces vives, comme ont pu le faire l'Allemagne d'ailleurs, pour pourvoir ces emplois qui ne sont pas pourvus
par un certain nombre de personnes vivantes en France. C'est ce qu'on fait Non, déjà mais- en pratique. Ouais, En pratique, il y a énormément d'emplois. Et là encore, quand j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs jours au bureau pendant le confinement, puisque en tant que chef d'entreprise, je devais aller gérer un certain nombre de choses pour l'entreprise, les seules personnes qui travaillaient à l'époque, c'était des personnes immigrées et sans doute un certain nombre de personnes migrantes. Il faut être tout à fait clair aussi. Donc aujourd'hui, un certain nombre d'emplois, C'était les les emplois les premières plus lignes. difficiles sont tenus par des personnes qui sont des personnes immigrées. Globalement, pour se résumer sur cette réforme chômage, on est un peu dans de l'effet d'affichage politique. Vous nous dites, vous qui êtes chef d'entreprise, qui représentez des organisations professionnelles, enfin d'entrepreneurs, ça ne va pas régler le problème. Et dans 6 mois, on sera ici à la même place en se disant mais Non, mais ce qui est certain en tout cas, j'ai le sentiment que ça ne va pas ce régler qui est certain en grand-chose. tout cas, c'est qu'il faut faire beaucoup plus contre le chômage, parce que la France se satisfait, enfin en tout cas, on claironne un peu que le chômage a baissé. Bah, que c'est le plein on a emploi, encore, on a François. encore 8% de taux de chômage, alors que l'Allemagne est à 3%. Le taux de chômage, quelque part, je trouve, enfin, c'est celui qui est nécessaire pour permettre aux gens de changer d'emploi, c'est 3%. Donc on a encore beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer l'emploi en France. C'est quoi le plein emploi? Parce que vous dites 3, en l'occurrence c'est 3-4 en Allemagne. Entre 3 et 4. On dit qu'en France, le plein emploi, ça serait quand on réussira à arriver à 5%. Ça serait déjà exceptionnel. Voilà, et donc il faut encore descendre de 2 points. Je vois pas pourquoi en France on ne pourrait pas arriver à 3 ou 4%. Mais comment vous, excusez-moi, et on va parler du Covid parce que c'est un sujet qui vous inquiète tous et nous inquiète, mais comment se fait-il que nous n'arrivions pas à casser ce chômage structurel dont vous parliez, chômage de longue durée, des personnes de plus de 45 ans? Qu'est-ce qui se passe en L'éducation et la France? formation d'abord. Ouais. Le premier sujet, c'est l'éducation et la formation. Moi, quand je vois des patrons étrangers qui viennent en France, ils me disent la problématique qu'on a en France par rapport à d'autres pays, à l'Autriche, à l'Allemagne, c'est la formation des personnes les moins qualifiées. En France, les personnes les moins qualifiées sont beaucoup moins C'est formées vrai. que les personnes les moins qualifiées. Qui, elles, reçoivent les moins formations. qualifiées, je dirais, des autres pays. D'une expérience, mais qui est vraiment criante de vérité. On a monté une association qui s'appelle Assure-moi un projet, parce qu'on avait une problématique de recrutement sur les gens qui font la gestion de sinistres, donc vraiment les premiers jobs dans l'assurance. On n'arrivait pas à recruter. Donc on a monté une association en fait un copier-coller de ce qu'a fait Thierry Marx dans les cuisines, en se disant ce type est génial, on va faire la même chose. On est à plus de 150 maintenant, 150 personnes qui ont été formées et qui ont trouvé des jobs. Que vous avez, excusez-moi, récupéré, rencontré grâce à Pôle emploi? Alors, en partie grâce à Pôle emploi et aux régions, des gens mais qui étaient vraiment Loin de l'emploi. loin de l'emploi, qui étaient même cassés par la vie, qui étaient vraiment cabossés. Formation, tout de suite diplômante et avec vraiment l'alternance. Une semaine entreprise, une semaine formation. 90% de ces gens, aujourd'hui, sont en poste. Et ils travaillent dans Et votre boss. structure. Non, dans le marché. Dans le marché. Dans le marché. Dispatché sur le marché de l'assurance. Bien sûr, j'ai pas pris. Non, il n'y a pas 150 chez nous. On doit avoir 4 ou 5 personnes, pas plus. Les autres sont partout sur le marché. Donc ça marche. Mais ce que vous me dites, c'est que sur ce type d'expérience, d'initiative, si on la modélisait, c'est-à-dire qu'on prenait en charge vraiment les personnes dans des formations structurantes, de qualité, Pratique. pratiques, ces personnes reprennent le Bien chemin sûr, du boulot. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Et elles Bien vous sûr. disent quoi d'ailleurs, celles qui sont chez vous en ce moment? Merci, j'imagine, non? Elles sont super contentes. Enfin, ça se passe extrêmement bien, quoi. Mais certains ont évoqué, c'est trop tard parce qu'on est à 4 mois d'une élection présidentielle, mais certains évoquaient l'idée qu'il fallait casser la machine Pôle emploi, qui était une trop grosse machine et qui finalement n'arrivait pas à individualiser, à travailler finalement sur le sur-mesure. Est-ce que c'est des propositions ou des réflexions que vous avez aux entrepreneurs? Je pense qu'il faut y réfléchir, parce que de fait, Pôle emploi peut améliorer son efficacité. Et donc je pense qu'il faut aller ailleurs. Et on voit que souvent, je dirais, les résultats viennent d'associations qui sont beaucoup plus terrain, sur le terrain. beaucoup plus proches du terrain. C'est ça, et la réalité du terrain. Et aussi l'idée quand même, j'imagine, qu'en bout de cette formation, qui n'est pas une formation voie de garage, il y avait une embauche. Parce que ça, quand le salarié a ça en tête, Bien sûr. il est un peu motivé pour... Et puis pas à horizon 4 ans, à horizon 6 mois. Voilà, dans 6 mois, si vous déconnez pas, c'est pour vous. Ouais. C'est ça l'idée. C'est clair. On termine cette rencontre, ce cerclérage des experts sur le Covid, parce qu'il y a un phénomène très étrange, je voudrais vous le soumettre. Vous êtes des chefs d'entreprise, et on a un gouvernement, Olivier Véran était dans le 8e arrondissement pas plus tard qu'hier, il devait faire des annonces incroyables, et finalement, rien ne sort. Hormis qu'il faut garder le masque, qu'il faut se dire bonjour avec le poing, et est-ce que vous êtes troublé par par la gestion de cette 5e vague? Parce qu'on a eu des gestions beaucoup plus draconiennes, douloureuses même. Là, on a le sentiment qu'il y a une 5e vague, mais comment vous vous situez par rapport à ça? Pour être tout à fait clair, nous préférons cela, parce que, là encore, on a quand même l'avantage d'avoir pratiquement 2 ans, je dirais, de gestion du Covid derrière nous. Et je pense que les entreprises, globalement, l'ont plutôt bien géré. Je pense que c'est le constat de l'ensemble des salariés. Rassurez que l'État s'en mêle un peu moins, quoi. Ce sont quand même les salariés qui reconnaissent aujourd'hui que leurs entreprises ont bien géré le Covid. Donc je pense, laissons faire les entreprises, laissons chacun vivre.
il faut, enfin, ce qu'on a trop fait depuis le départ, on a géré le Covid comme un sujet court. C'est un sujet de temps long. Ça sert à rien de changer en permanence les règles. Faisons confiance aux gens. Les gens sont prudents. Ils font attention aux autres. Les entrepreneurs essayent de faire attention à leurs salariés, de prendre soin de leurs salariés. Les salariés font également attention aux autres salariés. Faisons confiance. On a commencé. Et par ailleurs, la plupart des salariés sont l'immense majorité vaccinés. Il faut quand même également profiter de ça. L'immense majorité veulent aujourd'hui aller également, je dirais, bénéficier de leur dose de rappel. Tous les gens prennent les mesures pour gérer au mieux ensemble cette crise. J'en parle pas. On n'a pas besoin d'avoir une grande annonce à la télévision. Attendez, c'est ce qu'on nous a vendu pendant 2 ans, si je me. Oui, bien sûr, mais là. Vous vous rappelez, c'est le professeur Salomon qui tous les jours. On envoie les 5e, on commence à avoir l'habitude. Voilà, c'est bon, on passe à autre chose. Donc vous dites, parce que finalement, tous les chefs d'entreprise disent, laissons-nous gérer un peu cette crise avec nos salariés. On le voit bien. Aujourd'hui, on sait faire à peu près. Ça repart. Donc il faut. Ça repart très fort, oui. Très fort. Il faut resserrer les boulons sur les choses barrières. C'est une évidence. Il faut certainement diminuer un peu aussi les contacts et bien sûr les grands événements vont mécaniquement s'arrêter. On se posait la question, nous, de les fêtes de Noël, etc. Bon, voilà, entreprise, très clairement. Oui, c'est des questions que vous posez, ça. Bien sûr, les grands rassemblements de fin d'année, les repas à cotillon, ça va sortir. Voilà, ça va sortir, ou alors on va passer par un système de tests obligatoires. Enfin, voilà. Mais... Ah tiens, d'ailleurs, test obligatoire, vous en pensez quoi? Parce que l'Allemagne dit, attendez, vaccin obligatoire, l'Allemagne est entrée sur cette logique. Elle n'a pas encore pris cette mesure. C'est-à-dire, il y a ceux qui seront vaccinés, puis ceux qui seront out, pas vaccinés. On va jusque-là, si on veut vraiment avancer sur le sujet? Nous, aux entrepreneurs chrétiens, nous sommes contre le fait que les entrepreneurs, par ailleurs, je dirais, deviennent des policiers. Enfin, et on n'est pas là pour connaître, je dirais, la situation de santé de chacun de nos salariés. Donc, je pense qu'il faut quand même garder. Il ne faut pas renoncer à tous nos principes, à toutes nos valeurs, celles qui étaient développées, je dirais, depuis des siècles, même sous le prétexte d'une crise sanitaire. La liberté. Donc, aujourd'hui, il faut quand même rester ferme sur les principes essentiels, tout en gérant au mieux cette crise sanitaire, qui là encore peut encore durer. Donc il faut qu'on s'assure qu'elle pourra durer de façon relativement acceptable et agréable par l'ensemble de nos salariés. La politique de test, quand même, elle a prouvé son efficacité. Je pense qu'il faut continuer à inciter à tester, très clairement. Enfin, on nous dit que le nouveau variant qui arrive de l'Afrique australe, c'est le nouveau variant qui va s'imposer, qui va écraser le Delta. Une évidence. Est-ce qu'on ne doit pas, vous, chef d'entreprise, c'est une réflexion d'ailleurs sur le long terme, finalement accepter, et qu'on nous le dise d'ailleurs, de vivre avec ce Covid, quel que soit son nom, puisqu'il change de nom un petit peu comme les ouragans tous les 6 mois, on vit avec. Bien sûr, mais ça fait 2 ans qu'on vit avec, et on va encore vivre pendant plusieurs mois. Voilà, il faut, bien sûr, je pense, plusieurs années. Bien sûr. Enfin, de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise, quoi. Historiquement, toutes les grandes pandémies ont duré entre 18 et 36 mois. Donc, globalement, il faut se faire histoire. On n'a pas mieux géré cette crise que les autres civilisations ont géré les autres crises. Donc, aujourd'hui, on sait qu'une pandémie dure un certain temps. Il est probable qu'on aura plusieurs rappels à faire, et un jour, elle disparaîtra parce qu'il y aura une immunité collective. Dans combien de temps, personne ne le sait. Mais en tout cas, on en viendra à bout. Enfin, immunité collective, je ne suis pas médecin, mais à condition que les variants ne se transforment pas. Mais même au bout d'un moment, mais l'histoire, encore, toutes les pandémies ont disparu. Oui, vous avez l'air d'avoir potassé le sujet, François Vini. Non, mais souvent, vous êtes venu vous exprimer, souvent avec des informations extrêmement précises sur le sujet. Donc, vous nous dites 18-36 mois, on en est où, là, sur le calendrier? On est plutôt à 24 mois, mais là encore, 18-36 mois après, une peut durer 42 mois. Donc, moi, je l'ai encore. Mais il n'y a pas de boule de cristal. Moi, j'avais toujours, j'ai dit depuis le départ que malheureusement, il fallait sans doute se préparer au temps long. Ça se confirme. On est dans le temps long. Ça se confirme. Et encore. Mais il ne faut pas se dire que ça durera toujours. Je pense qu'il faut aussi que les gens se disent, il y a un moment où on en sortira. Mais après, elles étaient plus mortelles, donc elles étaient plus courtes. Parce que ça décimait évidemment beaucoup plus rapidement. Juste un mot sur le télétravail, plus personne vraiment n'en parle. La ministre a dit, Elisabeth Borne est revenue sur le sujet, vous soumettant l'idée qu'il faudrait peut-être y repenser sans rien imposer. Chaque entreprise est libre de gérer. Vous en êtes où? Le télétravail, c'est un acquis. Ça y est, il est entré dans les mœurs, dans l'assurance en tout cas. Bien sûr, on ne reviendra pas dessus, c'est une certitude. On a fait en 2 ans ce qu'on avait imaginé faire en 20 ans. Voilà. Accélérateur de bien transformation. Sûr, accélérateur. Après, gardons le lien, la présence est importante, la formation, la visu, des jeunes qui arrivent à l'entreprise, vous ne pouvez pas les mettre en télétravail full, c'est impossible évidemment. Donc, je pense qu'il faut jouer intelligemment, il faut alterner présence et télétravail. Le télétravail apporte quand même beaucoup de souplesse dans la vie quotidienne des gens, c'est une évidence. Voilà. Mais les gens sont aussi contents de venir au bureau. Donc l'hybridation convient à tout le monde, parce qu'on est parti sur l'hybridation, et je pense que c'est le modèle qui se propose. Chez vous, ça se passe comment? Ça dépend des situations des sociétés. Quand on est une société de taille relativement à taille humaine, avec des grands locaux, quand on est à la campagne ou quand on est... Quand les gens viennent à Paris, je dirais même au bureau à pied, et que d'autres prennent 1h30 de transport, les situations sont très différentes. Donc il faut s'adapter aux situations, et là encore, laisser
faire confiance aux gens, les responsabiliser et gérer ensemble cette crise du Covid. La liberté, ça sera peut-être le mot. Et la responsabilité. Et la responsabilité Liberté de chacun. et responsabilité. Merci, c'était un plaisir, messieurs, de vous entendre. Cédric Pironneau, merci, cofondateur et DG de SPV Assurance, avec cette structure d'ailleurs, qui existe toujours, j'imagine, non? Vous continuez les formations Bien sûr. à aller chercher. Assure-moi un projet. Assure-moi un projet, c'était intéressant de l'entendre. Merci à François Vigne, associé chez Sycomore Corporate Finance et l'un des membres éminents des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Je ne me trompe plus maintenant. Vous êtes parfait. Je vous vois sourire, c'est très important. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Ça, c'est un sujet aussi très très important. La pénurie d'infirmières et les infirmières mais touchées par cette tentation de Venise, l'envie d'arrêter ce métier qui les a épuisées et la reconversion des infirmières. C'est un sujet et on en parle.